Le mail tombe à 6h12 du matin, alors que Paris sommeille encore, et que les phares des voitures tracent des lignes blanches sur le périphérique. Sujet: recrutement d'une nounou à temps plein. Urgent. Monsieur Delcourt, nous avons présélectionné 3 profils qui pourraient convenir à votre situation. Hugo Delcourt lit le message en avalant son premier café de la journée, accoudé au plan de travail en marbre de sa grande cuisine presque silencieuse. Le loft, au dernier étage d'un immeuble à 2 pas de la place de la République, ressemble davantage à une page de magazine qu'à une maison habitée. Canapé design, verrière, œuvre d'art contemporaine. Tout est beau, tout est impeccable, sauf peu, être la table basse, recouverte de crayons, d'un livre de contes ouvert et d'un petit chausson rose abandonné. Papa! La voix de Léa traverse le couloir. 5 ans, des cheveux châtain clair toujours emmêlés, des yeux larges qui semblent souvent demander « Tu restes ?» Hugo repose son téléphone, déjà en costume, la cravate négligemment desserrée. « Je suis là, ma puce. » Elle apparaît, pyjama licorne, peluche sous le bras, mine faussement fâchée. « Tu es déjà habillé pour le travail ?»« Oui, j'ai une grosse réunion ce matin. »« Tu as toujours une grosse réunion. » La remarque est lâchée sans agressivité, comme une constatation, mais elle le pique. Il l'attire contre lui, l'embrasse dans les cheveux. Hugo a 39 ans, PDG d'une scale-up française devenue en quelques années la référence des plateformes de livraison responsable. Les médias économiques l'adorent. Visionnaire, entrepreneur de génie, self-made man. Ce que les articles ne disent pas, c'est qu'il est père célibataire depuis 2 ans, depuis qu'Élise est partie. Pas morte, partie. Un matin, elle a dit qu'elle ne se reconnaissait plus dans cette vie faite de réunions, de dîners d'affaires, de week-ends décalés. Elle est tombée amoureuse d'un autre, plus disponible, sans horaire fou, sans levée de fonds à l'autre bout du monde. Elle a quitté l'appartement, et quelques mois plus tard, elle a demandé un poste à l'étranger. « Ce sera mieux pour tout le monde », avait-elle fini par dire, la voix cassée. « Je ne suis pas faite pour être mère à moitié. » Hugo n'a rien compris sur le moment. Il a juste vu Léa s'agripper à sa jambe en pleurant, et sa propre culpabilité prendre toute la place. Depuis, il essaie, il court, il jongle entre son rôle de PDG et celui de père. Il court tellement qu'une nounou a longtemps été indispensable. La précédente est partie brutalement, ayant trouvé un poste plus stable en crèche. Depuis 2 semaines, c'est le chaos. Sa mère est venue en renfort, des babysitters se succèdent. L'agenda d'Hugo ressemble à un Tetris impossible. Il a repoussé 2 rendez-vous avec des investisseurs américains, s'est fait remettre en place par son directeur financier, a reçu des messages agacés du board. Alors, quand son assistante lui a écrit « J'ai pris les devants, j'ai contacté une agence de nounous haut de gamme », il n'a pas protesté. « Papa, c'est mamie qui vient aujourd'hui ?» demande Léa, tout contre lui. « Oui, mais bientôt on aura une nouvelle nounou. » Encore, elle fronce le nez. Pour elle, cela ressemble à un défilé de personnes gentilles qui disparaissent. Celle-là, on va bien la choisir, d'accord ? On prendra quelqu'un qui restera. Il ignore s'il promet trop. Il le fait quand même. À une vingtaine de kilomètres de là, dans un petit studio du 12e arrondissement, Anaïs referme son sac à dos en vérifiant pour la 3e fois qu'elle n'a rien oublié. CV imprimé, copie de son diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, référence, carnet de santé à jour pour les vaccinations. On ne sait jamais, certaines familles le demandent, carnet noir où elle note les habitudes des enfants qu'elle garde. Anaïs a 32 ans, un sourire doux, des boucles brunes attachées en chignon pratique, et un talent particulier pour apaiser les enfants en l'espace de quelques minutes. Elle a travaillé en crèche, en halte garderie, comme auxiliaire dans une école maternelle. Mais les contrats précaires, les horaires éclatés et les salaires faibles ont fini par la ronger. Depuis quelques mois, elle travaille comme nounou à domicile via une agence. Elle apprécie le contact plus direct avec les familles, la possibilité de suivre un enfant sur le long terme, de devenir pour lui un repère,
une présence stable. Stable. Le mot la fait sourire tristement. Dans sa propre vie, la stabilité lui a longtemps échappé. 2 ans plus tôt, elle s'apprêtait à devenir mère. Une grossesse surprise, avec un homme qu'elle aimait sans doute plus qu'il ne la méritait. Elle avait déjà imaginé le prénom, le coin du salon transformé en chambre, les promenades au parc. Puis, un soir d'hiver, un saignement, un hôpital, des mots froids, fausse couche. Son compagnon, dépassé, a pris ses distances. « Je ne sais pas gérer ta tristesse », avait-il lâché, avant de disparaître peu à peu. Depuis, Anaïs porte ce creux en elle. Elle s'est jetée dans le travail avec les enfants des autres, avec une tendresse parfois presque féroce. Elle sait ce que c'est de perdre, de manquer. Elle sait aussi ce que c'est de ne plus croire aux promesses. Son téléphone vibre. Un message de l'agence. Famille Delcourt. Un enfant de 5 ans. Père PDG, très occupé. Mère à l'étranger. Poste à temps plein. Salaire confortable. Responsabilités importantes. Rendez-vous ce matin à 9 h au siège de l'entreprise pour un premier entretien. Une nounou pour PDG, a plaisanté la conseillère au téléphone. Tu verras, c'est un autre monde. Anaïs a ri, mais une petite voix en elle s'est tendue. Un PDG, ça veut dire horaire tardif, exigence, pression et une stabilité très fragile. Elle a déjà entendu des histoires de familles qui licencient leur nounou au moindre changement. Mais ce salaire lui permettrait de souffler, de rembourser enfin son découvert. Être même de chercher un appartement un peu plus grand, avec une vraie chambre. Elle enfile son manteau, prend une grande inspiration et descend les escaliers. Elle ne s'attend pas à ce que cette journée bouleverse tout ce qu'elle croyait encore impossible. Le siège de Deliver, l'entreprise d'Hugo, se dresse comme un vaisseau de verre au bord du canal Saint-Martin. À l'intérieur, des open space design, des plantes vertes, des salles de réunion au nom de villes écologiques, des vélos accrochés au mur comme des trophées. Anaïs se sent un peu déplacée, avec son manteau sobre et son sac en toile. Elle croise des employés en basket blanche, laptop sous le bras, badge coloré autour du cou. Certains la regardent à peine, d'autres lui sourient distraitement. L'assistante d'Hugo vient la chercher dans le hall. « Anaïs, c'est bien ça? Suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Delcourt est en call, mais il nous rejoint dans 10 minutes. On va commencer sans lui. » Elle parle vite, tout en consultant son téléphone. On l'installe dans une petite salle vitrée avec vue sur le canal. 2 autres femmes sont là, visiblement candidates elles aussi. L'une, blonde, élégante, parle anglaise avec une autre assistante. L'autre, plus âgée, feuillette un dossier. Anaïs sent monter un trac qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Elle se rappelle l'atelier de l'agence. Ne vous dévalorisez pas. Vous avez de l'expérience. Les familles ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'elles. La porte s'ouvre. Une femme d'une 50aine d'années, tailleur impeccable, lunettes fines, entre avec un dossier à la main. « Bonjour, je suis Madame Granier, de l'agence. Nous allons procéder à un entretien collectif d'abord, puis individuel si besoin. Monsieur Delcourt nous rejoindra probablement à la fin. » Elle vérifie la liste. Nous cherchons quelqu'un de disponible à temps plein, avec une grande flexibilité, déplacements possibles, soirées, parfois week-end. L'enfant, Léa, a 5 ans. C'est une petite fille très vive, attachante, qui a vécu des changements importants ces dernières années. Anaïs écoute, attentive. Des changements importants. Elle devine, entre les lignes, une séparation, un départ, être un deuil. On pose des questions sur les expériences, la gestion des crises, la capacité à gérer les horaires atypiques, la discrétion lorsqu'on travaille pour une personnalité publique. Vous savez que M. Delcourt est très médiatisé, ajoute Madame Granier. Il est essentiel de respecter une confidentialité absolue. Pas de photos de l'enfant sur les réseaux, pas de confidence à l'extérieur. Anaïs hoche la tête. Ça lui paraît évident. Quand vient son tour de parler,
Elle sent le regard des autres candidates sur elle. « Je m'appelle Anaïs Martin. J'ai travaillé 6 ans en crèche, puis 2 ans en halte garderie. Je suis nounou à domicile depuis 1 an. J'aime énormément travailler en lien direct avec les familles, construire des routines, être un repère pour l'enfant. » Elle ajoute, après une seconde d'hésitation, « J'ai une formation en psychologie de l'enfant. Je fais très attention à ne jamais me substituer aux parents, mais je suis très attentive à ce qu'un enfant puisse se sentir en sécurité, surtout lorsqu'il a déjà vécu des ruptures. » Son regard accroche celui de Madame Granier, qui note quelque chose sur son dossier, l'air satisfait. L'entretien se poursuit. Finalement, Madame Granier annonce « Nous allons poursuivre avec Mademoiselle Martin en individuel. Merci à vous deux d'être venus. Nous vous recontacterons. » Les autres candidates se lèvent, un peu déçues. Anaïs reste assise, le cœur battant. C'est à ce moment-là qu'Hugo arrive. Il pousse la porte avec un léger retard et l'air de quelqu'un qui a déjà vécu une demi-journée avant 10 heures du matin. Costume bleu nuit, barbe de 3 jours parfaitement maîtrisée, expression concentrée. Il s'excuse d'un signe de tête. « Désolé. Appel avec New York qui a débordé. Bonjour. » Il tend la main vers Anaïs. « Hugo Delcourt. »« Anaïs Martin, » répond-elle en serrant sa main. Ce qui la surprend, c'est la chaleur de sa paume, et surtout son regard quand il s'assied, fatigué, mais pas froid. Il ne la détaille pas comme un employeur jugeant un CV ambulant. Il la regarde comme une personne qu'il a réellement besoin de comprendre. « Vous avez déjà rencontré Léa ?» demande-t-elle. « Non, pas encore. C'est très important pour moi qu'elle ait son mot à dire, » ajoute-t-il. « Mais avant, je veux vous poser quelques questions. » Il ouvre un carnet, puis le referme aussitôt. « En fait, j'aimerais surtout vous entendre parler d'elle, en imaginant. Vous ne la connaissez pas, mais vous savez qu'elle a 5 ans, qu'elle vit avec un père très pris, que sa mère vit loin. Qu'est-ce que ça vous évoque ?» Anaïs prend un moment, surprise par la question. « Ça m'évoque une petite fille qui a besoin de repères, d'une routine stable, de moments où elle sait qu'on est là rien que pour elle. Pas forcément des choses extraordinaires, mais des rituels, des histoires le soir, un dessin toujours accroché à la même place, quelqu'un qui se souvient de son doudou préféré. » Elle réfléchit encore. « Et aussi, une petite fille peut être en colère, parfois, ou triste, sans comprendre pourquoi. Une petite fille qui teste les limites pour vérifier qu'on ne partira pas à la première crise. » Hugo se tait. Elle a touché quelque chose de très juste. Il pense à ces soirs où Léa s'est mise à hurler parce qu'il avait oublié sa peluche, à ces matins où elle a refusé de s'habiller si ce n'était pas sa grand-mère qui l'aidait. « Et vous ?» demande Anaïs soudain. « Qu'est-ce que ça vous évoque, pour vous, comme père ?» La question le surprend, mais il ne la rejette pas. « Ça m'évoque que j'ai besoin d'aide, » répond-il simplement. « Que je veux être un bon père, mais que je ne peux pas être partout. Et que je culpabilise énormément. » Il esquisse un sourire un peu triste. « J'ai besoin de quelqu'un qui aime ma fille pour ce qu'elle est, pas parce qu'elle est la fille d'un PDG. De quelqu'un qui n'a pas peur de me dire quand je fais fausse route. Et qui sait mettre des limites, à elle comme à moi. » Anaïs soutient son regard. Elle sent quelque chose se nouer en elle, un mélange d'empathie et de prudence. « Je peux faire ça, » murmure-t-elle. « Si vous acceptez que je sois parfois celle qui vous rappelle que Léa n'est pas un dossier qu'on reporte à demain. » Un silence, puis le coin de la bouche d'Hugo se soulève. Marché conclu. La première rencontre avec Léa a lieu l'après-midi même, dans l'appartement. La petite fille, méfiante, observe Anaïs depuis le canapé, son doudou serré contre elle. « C'est toi, la nouvelle nounou ?» demande-t-elle sans détour. « Je viens pour voir si on peut s'entendre, » répond Anaïs, s'asseyant sur le tapis. « Et toi, tu décides si tu veux bien de moi. » Léa plisse les yeux. L'autre, elle est partie. « Oui, j'ai entendu. Ça a dû être difficile. »« C'est parce qu'elle en avait marre de moi, » ajoute Léa, d'un ton plus bas. Le cœur d'Anaïs se serre.
Je ne crois pas, tu sais. Les adultes parfois partent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les enfants. Mais c'est injuste qu'on ne te l'ait pas expliqué mieux. Elle sort doucement de son sac de petits animaux en bois. Tu veux jouer avec moi? Tu peux me montrer ton préféré. Léa hésite, puis descend du canapé. Elle attrape un renard en bois. Celui-là, c'est moi. Parce qu'il regarde partout, tout le temps. Anaïs sourit. Alors moi, je vais être l'ours. Il est un peu lent, mais il protège bien. Hugo, debout dans l'encadrement de la porte, les regarde jouer. Il voit Léa se détendre, poser peu à peu des questions, se rapprocher. Il voit Anaïs qui lui laisse le temps, qui ne force rien. Quelque chose en lui souffle qu'il vient d'ouvrir la porte à bien plus qu'une simple nounou. Les semaines suivantes s'écoulent au rythme des nouveaux rituels. Le matin, Anaïs arrive à 7h30. Hugo lui ouvre souvent la porte en chemise, les cheveux encore un peu en bataille, une tasse de café à la main. Léa sort de sa chambre en traînant son doudou. « Bonjour toi », dit Anaïs en se mettant à sa hauteur. Elles déjeunent ensemble pendant qu'Hugo vérifie ses mails. Parfois, Anaïs le reprend gentiment. « Vous avez encore 2 minutes. De toute façon, le taxi ne va pas disparaître. » Il lève les yeux de son téléphone, amusé. « Vous êtes toujours aussi sévère avec vos employeurs, seulement avec ceux qui ont tendance à oublier qu'ils vivent avec d'autres êtres humains. » La première fois qu'elle a osé dire ça, elle a eu peur d'être allée trop loin. Mais Hugo a éclaté de rire. « D'accord, Anaïs. Message reçu. » Peu à peu, un équilibre se met en place. Elle gère les trajets à l'école, les goûters, les activités, les rendez-vous chez le pédiatre. Il essaye d'être là pour le dîner au moins 2 fois par semaine. Quand il y arrive, c'est souvent Anaïs qui met la table, Léa qui choisit la nappe, et eux 3 qui se retrouvent dans une atmosphère presque familiale. Un soir, alors qu'ils mangent des pâtes carbonara, Léa annonce fièrement. « Aujourd'hui, Anaïs m'a appris à faire un nœud de lacet toute seule. »« C'est vrai ?» s'étonne Hugo. « Et moi qui pensais t'avoir appris ça dimanche dernier. »« Oui, mais toi, tu fais toujours trop serré. Anaïs, elle fait juste comme il faut. » Hugo mime une blessure au cœur. Anaïs, gênée, esquisse un sourire. « Je ne suis pas en compétition, » dit-elle. « Tu as déjà gagné de toute façon, » répond Léa, avec la simplicité désarmante des enfants. Au fil des semaines, les phrases de ce genre se multiplient. Anaïs dit que les émotions, ça va et ça vient, comme des vagues. Anaïs dit que j'ai le droit d'être en colère, mais que je ne dois pas taper. Anaïs dit qu'on peut faire un dessin pour maman, même si elle n'est pas là. Hugo écoute, partagé entre gratitude et une pointe de jalousie qu'il s'en veut de ressentir. Il sait qu'Anaïs est devenue un pilier pour sa fille. Il sait aussi qu'il en dépend de plus en plus lui-même. Ce qui s'installe entre eux est subtil. Le matin, parfois, leurs mains se frôlent en prenant les tasses. Le soir, ils se retrouvent à discuter 10 minutes de plus que nécessaire, de choses qui dépassent largement l'organisation de Léa. Des livres qu'Anaïs lit, des articles qu'Hugo a vus sur l'éducation, de la politique, des films. Un mardi, alors qu'Anaïs range les jouets après avoir couché Léa, Hugo revient plus tôt que prévu d'un dîner professionnel annulé. Il la trouve dans le salon, en train de remettre les livres dans la bibliothèque de l'enfant, avec un soin presque cérémonieux. « Vous avez le droit de laisser un peu de bazar, vous savez, » plaisante-t-il. « C'est un bazar organisé, » répond-elle. Léa sait où sont ses histoires du soir. C'est important que certaines choses ne changent pas. Il observe ses gestes, la façon dont elle caresse presque la couverture d'un album. « Vous aimez votre travail, hein ? » « Beaucoup. » Elle hésite, puis ajoute. « Parfois, je me dis même que j'y mets trop de moi, que je m'attache trop, et que, le jour où la famille n'aura plus besoin de moi, j'aurai l'impression de perdre quelque chose. » Hugo se fige. Il n'avait pas envisagé les choses sous cet angle. Pour lui, jusqu'ici, elle était la solution, la personne dont il avait besoin. Il se rend compte soudain qu'ils dépendent l'un de l'autre, chacun à sa manière. « Je n'ai pas l'intention de me passer de vous, » dit-il doucement.
Léa a besoin de stabilité. Moi aussi. Leurs regards se croisent, plus longs qu'ils ne devraient. Anaïs détourne les yeux la première. Tant que ça vous convient à tous les deux. Ce soir-là, Hugo a du mal à trouver le sommeil. L'image d'Anaïs, penchée sur la bibliothèque, revient sans cesse. Il se rappelle aussi le mail d'un membre du board. « Fais attention à ton image, Hugo. Tu es scruté. Le moindre faux pas peut faire la une. » Il repousse la pensée. Anaïs est la nounou de sa fille. Rien de plus. Rien de possible. Au printemps, Léa tombe malade. Une fièvre qui monte, qui descend, des nuits agitées, des cauchemars. Hugo se sent impuissant. Il a une levée de fonds cruciale en cours, des rendez-vous impossibles à déplacer. « Je peux rester la nuit si vous voulez », propose Anaïs après une journée particulièrement difficile. « Comme ça, si Léa se réveille, je suis là. Et vous, vous avez au moins quelques heures de sommeil. » Il hésite. « Vous êtes sûr? Ça fait déjà une longue journée pour vous. Je dormirai sur le canapé. Ce ne sera pas la première fois. » Il sourit, vaincu. « Merci. » La nuit, il se réveille vers 3 heures et sort de sa chambre. Il trouve Anaïs dans le salon, en pyjama simple, une couverture sur les genoux, un livre à la main. Elle lève les yeux, surprise. « Tout va bien ? » « Léa dort enfin, » répond-elle. « Elle s'est calmée il y a 1 heure. Je voulais être sûr. » Il reste quelques instants dans la pénombre, à chuchoter pour ne pas réveiller l'enfant. « Vous faites beaucoup pour nous, Anaïs. » « C'est mon travail. » « Non, c'est plus que ça. » Leurs yeux s'accrochent. L'air semble soudain plus dense. Hugo lutte contre l'envie, brutale, de s'asseoir à côté d'elle, de lui prendre la main, de lui dire que sa simple présence apaise des zones en lui qu'il pensait condamnées à la solitude. Anaïs, elle, sent son cœur battre trop vite. Elle a conscience de la frontière. Il est son employeur. Il est vulnérable, elle aussi. Elle sait aussi que, s'ils la franchissent, rien ne sera plus jamais simple. Elle ferme doucement son livre et se lève. « Vous devriez retourner dormir, monsieur Delcourt. Demain, vous avez besoin d'être en forme. » Le monsieur Delcourt tombe comme une petite barrière entre eux. Hugo comprend le message. « Bonne nuit, Anaïs. » Dans son lit, un peu plus tard, elle fixe le plafond. Elle se répète qu'il est hors de question qu'elle laisse une histoire impossible détruire l'équilibre qu'elle a enfin trouvé. Elle se promet de garder la bonne distance. Mais le destin, lui, a déjà commencé à brouiller les lignes. Tout bascule un soir de juin. Il fait encore jour tard. Les terrasses sont pleines. Anaïs sort de l'école avec Léa, un petit sac à dos sur l'épaule. Elle se dirige vers le parc, comme souvent le jeudi. Hugo les retrouve parfois après le travail, en costume au milieu des toboggans. Les autres parents le regardent, un mélange de curiosité et d'admiration dans les yeux. Ce soir-là, il est déjà là. Il a dénoué sa cravate, posé sa veste sur le banc. Léa court vers lui. « Pas à pas. Anaïs a dit que tu viendrais peu être. »« J'ai réussi à m'échapper, » répond-il en la soulevant. « Je ne pouvais pas laisser passer le premier jeudi de soleil depuis 3 semaines, tu crois quoi ?» Ils jouent, rient, prennent des photos. À un moment, Anaïs s'assied sur l'herbe, épuisée, mais heureuse. Hugo vient s'installer à côté d'elle. « Je crois que je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps, » dit-il. « Ça vous va bien, » répond-elle. Léa s'acharne sur une construction de sable un peu trop ambitieuse. Anaïs et Hugo parlent bas, presque sans s'en rendre compte. De leur enfance, des parcs où ils allaient, de leur peur pour l'avenir. À un moment, Léa revient en courant, trébuche légèrement. Anaïs la rattrape au vol. La petite se retrouve à moitié sur ses genoux, à moitié sur ceux d'Hugo, leurs 2 corps soudain très proches. Un passant sort son téléphone pour prendre une photo de sa propre fille sur le toboggan. Un autre, plus loin, reconnaît Hugo, le PDG médiatisé, la petite fille, la jeune femme souriante à côté. Ça fait une jolie scène. Il dégaine son téléphone aussi. Un cliché, puis un autre. Personne ne le remarque. Le lendemain, Hugo est en voiture pour un rendez-vous quand son téléphone se met à vibrer sans cesse. Message
Notification. Il finit par demander à son chauffeur de s'arrêter. Sur l'écran, des liens vers des sites de presse People, des captures d'écran, des commentaires. Le titre claque. Le PDG star de la tech et la nounou de sa fille, tendre complicité au parc. Une photo volée s'affiche. Lui, en jean. Hilar, Anaïs à côté, Léa sur leurs genoux, leurs visages tournés l'un vers l'autre, dans un angle qui donne l'impression d'une intimité plus grande encore. Le texte est pire. Loin des salles de conseil d'administration, Hugo Delcourt, 39 ans, semble avoir retrouvé le sourire au bras de la nounou de sa petite Léa. La jeune femme, brune, discrète, apparaît très proche du PDG. Simple complicité ou début d'idylle. Il lit les commentaires sous l'article, spéculation, blague, insinuation. Certains l'accusent déjà de cliché. Le patron riche et la nounou, on connaît la chanson. D'autres s'inquiètent pour la petite. Un ou deux insinuent qu'Anaïs a bien choisi. Hugo se sent nauséeux. Il appelle immédiatement son responsable communication. On ne commande pas, conseille ce dernier. Ça va passer. Le cycle médiatique est rapide. Mais Anaïs, elle n'est pas nommée. Pas clairement, en tout cas. Mais oui, ça risque de la bousculer. Hugo raccroche, la gorge serrée. Il compose le numéro d'Anaïs. Pas de réponse. Il tente encore. Rien. Un message arrive à la place. Je ne viens pas aujourd'hui. Je suis désolé pour Léa. Je vous expliquerai plus tard. Anaïs, elle, a découvert l'article par une amie. C'est pas toi, là? Son cœur s'est arrêté net. Elle a vu la photo, lu les commentaires. Le mot « nounou » associé à jolie brune et PDG, comme si elle n'était qu'un cliché de roman. Le pire, ce sont les sous-entendus. Ceux qui supposent qu'elle profite de la situation. Ceux qui la sexualisent, la réduisent à un archétype. Elle pense à Léa, à la cour de récré, aux parents qui lisent la presse People. Elle pense à sa propre famille, à sa mère, dans sa petite ville de province, qui pourrait tomber sur l'article. Elle pense surtout au déséquilibre terrible que tout cela révèle. Lui, PDG, connu, médiatisé, puissant. Elle, nounou, dépendante de son salaire, exposée malgré elle. La panique prend le dessus. Elle envoie le message à Hugo, incapable de lui parler tout de suite, puis appelle l'agence. « Je suis dans une situation compliquée », explique-t-elle à Madame Granier. « Des photos, un article. Je ne sais pas comment gérer ça. » Il y a un silence au bout du fil. « Anaïs, tu dois te protéger », répond la conseillère. « Cette famille t'apprécie, j'en suis sûr. Mais n'oublie pas les rapports de pouvoir en jeu. Si la presse commence à fantasmer sur « la nounou du PDG », c'est toi qui seras la plus vulnérable. » Les mots tombent, lourds. C'est aussi ce qu'elle ressent, confusément. Elle pense à son histoire passée, à la façon dont elle a déjà tout perdu une fois, à la douleur de l'attachement. « Je crois que je vais devoir partir », murmure-t-elle. Le soir même, Hugo insiste, se rend chez elle. Son adresse est dans son dossier employé. Il sonne, plusieurs fois. La porte finit par s'entr'ouvrir, enchaînée. « Hugo !» fait Anaïs, les yeux cernés, le visage fermé. « Laisse-moi entrer, s'il te plaît. On doit parler. » Ce n'est pas une bonne idée. Elle sort dans le couloir, referme la porte derrière elle. « Tu as vu l'article ? » ?»« Oui, c'est dégueulasse. Je suis furieux. C'est ta vie, ton image, ta communication, » dit-elle, d'une voix trop calme. « Pour moi, c'est autre chose. C'est ma réputation, mon métier, ma sécurité. Tu comprends la différence ?» Il se tait, frappé par la justesse de ses mots. « Je n'ai rien demandé, Hugo. J'ai juste fait mon travail. Et maintenant, je suis la nounou du PDG pour tous ceux qui ont vu ça. » Elle serre les bras autour d'elle. « Je ne peux pas me permettre le moindre dérapage, même imaginaire. Si tu décides demain que tu ne veux plus de moi, tu retrouveras une nounou. Moi, je vais traîner cette histoire partout. » Il sent la panique monter. « Je ne veux pas me séparer de toi, ni pour Léa, ni pour moi. Justement,
Elle a les larmes aux yeux. Justement, Hugo, tu as commencé à compter pour moi. Trop. Et maintenant, il y a cette histoire-là, cette image. Et cette question. Est-ce que les gens ont raison? Est-ce que je suis en train de m'attacher à mon employeur puissant qui ne pourra jamais vraiment me voir comme son égal? Le mot « égal » le frappe en plein cœur. Il se défend. Ce n'est pas comme ça que je te vois. Tu le sais. Je ne sais plus. Elle secoue la tête. Tu es gentil. Tu es un père qui se bat. Tu es un homme que j'apprécie beaucoup. Avoue-t-elle dans un souffle. Mais l'histoire du patron et de la nounou, Hugo, ça finit rarement bien. Et pour la nounou, surtout. Il se passe une main sur le visage. Il comprend. Il déteste comprendre. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demande-t-il. Elle prend une grande inspiration. « Je vais donner mon préavis. Je peux rester encore quelques semaines pour que Léa ne soit pas trop bousculée. Mais je ne peux plus rester dans cette situation. Pas avec ces articles, pas avec ce que je ressens, pas avec ce que tu représentes. » Il a envie de protester, de lui dire qu'il fera taire la presse, qu'il parlera au board, qu'il assumera. Mais il sait qu'il ne peut pas contrôler tout ça. Et surtout, il sait qu'il ne peut pas lui demander de porter ce poids. Et si j'avais des sentiments, moi aussi? Laisse-t, il échappait. Elle ferme les yeux une seconde. Alors c'est encore une raison de plus pour partir maintenant, répond-elle, la voix brisée, avant qu'on ne fasse quelque chose qu'on regrette tous les deux, avant que ta fille ne se retrouve au milieu d'un scandale, avant que je me perde à nouveau dans une histoire impossible. Il reste là, figé, comme si le couloir s'était rétréci autour d'eux. « Je suis désolée, murmure-t-elle. Vraiment. » Elle retourne à l'intérieur, sans lui laisser le temps de répondre. La porte se referme doucement. Hugo reste un long moment dans le couloir, le front contre le bois, à écouter le silence de l'autre côté. Une histoire d'amour impossible, se dit-il. Impossible parce qu'elle risque de faire trop de mal, parce qu'elle se heurte à des rapports de pouvoir, à des journaux, à des regards. Impossible, pour l'instant. Mais son cœur, lui, a du mal à entendre le mot « fin ». Les semaines suivantes sont étranges, suspendues. Anaïs continue de venir, fidèle à sa parole. Elle aide Léa à se préparer à l'idée de son départ. « Tu vas où ?» demande la petite fille, inquiète. « Je vais travailler avec d'autres enfants », explique Anaïs, avec un sourire qu'elle tente de rendre léger. « Mais je penserai très fort à toi, et on pourra peut-être se revoir un jour, si ton papa est d'accord. » Léa fait la moue. « Papa est d'accord ?» Hugo, qui écoute depuis la cuisine, avale difficilement sa salive. « On verra, ma puce, » répond-il, incapable de trancher. Il ne sait pas s'il est prêt à affronter la douleur d'une présence devenue intermittente. Entre lui et Anaïs, tout est redevenu très professionnel. Plus de confidences tardives, plus de silence partagé dans la cuisine. Il se parle de Léa, de ses progrès, de son sommeil. Rien d'autre. Le jour où Anaïs quitte officiellement son poste, Léa lui offre un dessin. 3 personnages se tiennent la main, au milieu d'un grand cœur. Une petite fille, un homme avec une cravate, une femme aux cheveux bruns attachés. « C'est nous, » dit Léa, « parce qu'on a été une famille pendant un petit moment. » Anaïs sent son cœur se fissurer. Elle embrasse doucement la petite fille. « Merci, je vais le garder précieusement. » Hugo la raccompagne jusqu'à la porte. Il se retrouve seul dans l'entrée, comme dans le couloir de son immeuble quelques semaines plus tôt. « Je ne veux pas que ce soit un adieu, » dit-il, la voix rauque. « Moi non plus. Mais pour l'instant, ça doit être une pause. » Elle le regarde, droit dans les yeux. « Tu as une fille qui a besoin que tu sois d'abord son père, pas un homme embarqué dans une histoire compliquée avec sa nounou. Tu as une entreprise, une image à gérer. Moi, j'ai besoin de savoir qui je suis en dehors de votre maison. » Il acquiesce, même si chaque mot lui fait mal. « Est-ce que je peux t'appeler ?»« Pas tout de suite, » répond-elle. « Laisse-moi me remettre, trouver un autre travail, me reconstruire un rythme. Après, on verra. » Elle sort. La porte se referme. Il reste seul, dans l'appartement trop grand,
avec le dessin de Léa sur la table. Le temps passe. 3 mois, puis 6. Hugo trouve une nouvelle nounou pour Léa, par l'agence. Une femme plus âgée, calme, fiable, qui trace une autre forme de stabilité. Léa s'y attache, différemment. Elle parle encore d'Anaïs parfois, mais moins souvent. Les enfants ont leur propre manière de cicatriser. Hugo, lui, se jette dans le travail. La levée de fonds aboutit, l'entreprise se développe à l'international. Les journaux titrent « Deliver s'attaque à l'Amérique du Nord ». On le félicite, on l'invite dans des plateaux télé. Il sourit, répond, performe. Mais le soir, en rentrant, il y a toujours un moment où il s'arrête devant la bibliothèque de Léa. L'ours et le renard en bois sont toujours là. Et parfois, il prend son téléphone, va jusqu'au contact Anaïs et repose l'appareil sans appeler. De son côté, Anaïs a retrouvé un poste dans une micro-crèche associative du 19, loin des lofts de République, plus près des réalités modestes qu'elle connaît bien. Elle s'épanouit dans ce projet collectif, dans les liens avec les familles, dans la possibilité d'être un repère pour plusieurs enfants. Elle a mis du temps à ne plus se réveiller en pensant à Léa. « C'est normal », lui a dit une collègue. « On s'attache, on ne s'éteint pas comme ça. » Elle évite les journaux économiques, les articles sur Deliver. Elle tombe parfois sur une interview d'Hugo par hasard, à la radio d'un taxi, dans un article partagé. Elle change de chaîne, tourne la page. Elle ne se sent pas encore prête. Un jour de novembre, pourtant, le destin décide de s'en mêler à nouveau. Il pleut sur le 19 arrondissement, ce genre de pluie fine mais insistante qui transforme les trottoirs en patinoire. Anaïs sort de la crèche en courant pour attraper un bus, sans parapluie. Elle serre contre elle un sac de jeux qu'elle doit ramener chez elle pour les réparer. Elle arrive, trempée à l'arrêt, souffle, regarde le temps d'attente qui s'affiche. 12 minutes. Elle soupire. « Tu n'as pas encore appris à négocier avec la RATP ?» fait une voix derrière elle. Elle se retourne. Hugo est là, capuche relevée, un bouquet de fleurs dans une main, un sac de courses dans l'autre. Il a l'air plus fatigué, un peu aminci, mais son sourire, lorsqu'il la voit, est le même. « Hugo !» Il reste un instant immobile, sous la pluie. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande-t-elle. « On a ouvert un micro-hub logistique pas loin. Je passais voir l'équipe. Et toi ? Je travaille dans une crèche, à 2 rues d'ici. » Il se regarde, un peu gêné, un peu ému. « Tu veux marcher un peu ?» propose-t-il. « Le bus va te transformer en glaçon de toute façon. » Elle hésite, puis accepte. Ils se mettent en route, côte à côte, sous la pluie. « Comment va Léa ?» est la première question qu'elle pose. « Bien. Elle a une nouvelle nounou. Très bien. Elle parle encore de toi parfois, surtout quand elle revoit les animaux en bois. » Anaïs sourit, les yeux brillants. « Et toi ?» demande-t-elle. « Moi, je fais de mon mieux, comme d'habitude. » Il marque une pause. « J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit, sur le pouvoir, sur l'équilibre. J'ai fait une formation sur les biais inconscients au travail, » ajoutait-il avec un demi-sourire. Mon DRH était ravi. Elle rit. « Tu n'as pas fait ça juste à cause de moi quand même. Tu as été un déclencheur, disons, pour me rendre compte que même si je me vois comme quelqu'un de sympa, je porte quand même un pouvoir qui peut t'écraser. » Ils marchent en silence quelques instants, les pas synchrones. « Je voulais t'appeler, plusieurs fois, » avoue-t-il. « Mais je respectais ton pas tout de suite. Et puis, le temps a passé. Je me suis dit que tu avais peu, être tourné la page, que tu étais mieux sans nous. » « Je n'ai pas vraiment tourné la page, » dit Anaïs doucement. « Je l'ai juste refermée pour ne pas la relire tous les soirs. » Il s'arrête à un passage piéton. « Est-ce que tu m'en veux encore ?» demande-t-il. « Non. » Elle le regarde. « Je ne t'ai jamais vraiment en voulu, Hugo. J'en voulais au système, à la presse, à l'injustice. J'en voulais à moi, surtout, de m'être laissé embarquer dans une histoire que je savais déséquilibrée. Mais toi, tu as fait ce que tu pouvais, avec ce que tu étais. » Il soupire.
J'aurais voulu faire plus. Et moi, j'aurais voulu être quelqu'un pour qui ce n'était pas si compliqué. Le feu passe au vert, il traverse. Est-ce qu'on peut se revoir? Pas comme avant, pas dans un cadre de travail. Juste, toi et moi, un café. Il pose la question d'une voix étonnamment timide pour un homme habitué à négocier des millions. Anaïs réfléchit. Elle n'est plus sa nounou. Elle a un travail à elle, un équilibre, une vie qui ne tourne plus autour de son appartement et de ses réunions. La donne a changé. Oui, finit-elle par dire. On peut. Le café est simple, un peu bruyant, près de la crèche. Il s'y retrouve une semaine plus tard, un mercredi après-midi, sans enfant, sans dossier, sans jouets à ramasser. Hugo arrive en retard de 5 minutes, chose rare pour lui. Pardon, une réunion qui a débordé, s'excuse-t-il. Ce serait bizarre que tu sois en avance, plaisante Anaïs. Il commande 2 chocolats chauds. La conversation démarre, un peu raide, puis se délie. Il parle de Léa, bien sûr, de la crèche, de l'hiver, mais il parle aussi d'autres choses, des livres qu'ils ont lus, des podcasts qu'ils ont écoutés, des peurs qu'ils ont apprivoisées. J'ai l'impression de te rencontrer pour la première fois, dit Anaïs à un moment. Sans Léa entre nous, sans contrat, sans horaire. Ça me fait peur, avoue-t-il. À moi aussi. Elle se penche légèrement. Je ne veux pas être la nounou du PDG. Pas dans la vraie vie, pas dans notre histoire. Je veux être Anaïs, une femme avec son propre travail, ses choix. Et toi, Hugo, un homme avec ses forces et ses failles. Pas un rôle, pas une caricature. Il hoche la tête. D'accord. Alors on fait quoi? Elle sourit. On commence doucement. On prend un café de temps en temps. On voit comment on se sent. Sans promesse trop grande, sans se cacher non plus derrière, c'est impossible. Il réfléchit. Et Léa? Pour l'instant, on ne mélange pas tout. C'est notre histoire à nous, d'adultes. Si ça devient sérieux, si ça tient dans le temps, alors on verra comment l'inclure, avec immense prudence. Il laisse échapper un souffle, comme si un poids venait de glisser de ses épaules. Tu es en train de me proposer. Une histoire possible, en fait. Une histoire exigeante, corrige-t-elle, parce qu'elle demande qu'on soit honnête, conscient de ce que chacun porte. Il sourit. Je crois que je préfère ça à l'histoire impossible où on se fuit. Il reste là encore, longtemps, à parler, à rire parfois. Quand ils se séparent, devant le café, Hugo hésite avant de poser une question. « Est-ce que je peux t'embrasser ?» La prudence d'Anaïs s'allume, mais une autre voix, en elle, parle plus fort. Celle qui a appris à se respecter, à poser des limites, à choisir, mais aussi à ne pas se punir éternellement. « Pas ici, dit-elle, les joues roses. Pas comme ça, en sortant d'un café. » Il acquiesce. « D'accord. Plus tard peut être. Quand ce sera juste. » Quand ce sera juste, confirme TL. Les mois suivants ressemblent à une danse lente et consciente. Ils se voient régulièrement. D'abord pour des cafés, puis pour des promenades, puis pour des dîners. Ils parlent beaucoup, apprennent à se connaître en dehors des rôles qui les avaient définis. Anaïs découvre l'homme derrière le PDG, ses insécurités, ses doutes, sa façon de tout contrôler parce que parfois, il a peur que tout s'effondre. Hugo découvre la femme derrière la nounou. Ses blessures, sa fausse couche, sa manière de donner sans compter, mais aussi ses peurs de se dissoudre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ils se disputent parfois sur des choses qui touchent justement à ce déséquilibre. Tu te rends compte que quand tu proposes de m'aider pour un problème financier, tu ravives tout ce que je crains, dit-elle un soir. Et toi, quand tu refuses mon aide par principe, tu oublies que j'essaie d'être là autrement qu'en signant des chèques, répond-il. Ils apprennent, ils ajustent, ils grandissent. Un soir d'été, enfin, alors qu'ils rentrent à pied le long du canal, Hugo s'arrête. « Je crois que c'est juste maintenant, » dit-il simplement. Anaïs le regarde, comprend. Le baiser qu'ils échangent est tendre, profond,
sans urgence. Il n'efface pas le passé, il ne promet pas l'avenir. Il marque juste ce moment-là. Deux personnes qui, malgré les complications, choisissent de se rejoindre. Quand ils décident d'en parler à Léa, plusieurs mois ont passé. Ils le font prudemment, avec l'aide d'une psychologue pour enfants qu'Anaïs connaît. « Tu te souviens d'Anaïs » demande Hugo un samedi matin. « Oui » s'exclame Léa. « C'est Anaïs des animaux en bois. Elle a grandi, mais ses yeux brillent de la même manière. Eh bien, papa la revoit depuis un moment, sans que toi tu la vois. On a appris à être amoureux, dit Hugo, le cœur battant. Mais je voulais être sûr que ce n'était pas juste dans ma tête avant de t'en parler. » Léa réfléchit, sérieuse. « Ça veut dire qu'elle va redevenir nounou ?»« Non, » répond Anaïs, assise à côté. « Je ne serai plus ta nounou. Je serai la personne que ton papa aime. Et toi et moi, on devra inventer ce que ça veut dire, d'accord ?» Léa fronce le nez, puis sourit. « Ça veut dire que tu viendras parfois manger des pâtes ?»« Oui. Que tu pourras encore lire des histoires, si tu veux. Isa m'est piqué et Onsia, si le zaz. Et que tu ne partiras pas juste parce que des gens écrivent des bêtises dans les journaux ?» La question les frappe tous les deux. Hugo répond le premier. « Non, on ne laissera plus les autres décider à notre place. » Léa hoche la tête, soudain très sage. « Alors, je suis d'accord, mais seulement si on ressort les animaux en bois. » Il rit, soulagé. Les années ne seront pas faciles tous les jours. Il y aura toujours les titres dans la presse, les levées de fonds, les horaires fous. Il y aura toujours les souvenirs d'une douleur ancienne chez Anaïs, la pression de la réussite chez Hugo, les questions de Léa. Mais désormais, ils ont quelque chose de solide, une histoire qui n'a pas nié les déséquilibres, qui ne s'est pas racontée comme un conte de fées où l'amour efface tout. Une histoire qui a accepté d'être impossible avant de devenir possible, au prix de décisions difficiles, de ruptures nécessaires, de retrouvailles choisies. On continuera peu être à parler, dans certains articles, de « la nounou du PDG ». Ceux qui ne savent pas réduiront toujours Anaïs à ce rôle-là. Mais pour ceux qui comptent, Hugo, Léa, elle-même, elle n'est pas un cliché. Elle est une femme qui a refusé de se perdre, qui a su s'éloigner pour mieux revenir, qui a exigé d'être aimée à hauteur de sa valeur. Et lui n'est plus seulement le PDG au Loft Design, pris en photo au parc. Il est un père qui a appris à se remettre en question, un homme qui a compris que le pouvoir s'utilise aussi pour protéger et réparer, un amoureux qui a accepté que l'amour ne soit pas un privilège de plus, mais une responsabilité. Ce n'est pas une histoire d'amour impossible. C'est l'histoire d'un amour qui a failli l'être et qui, parce qu'ils ont choisi la lucidité autant que le cœur, est devenu une histoire qui guérit.